le monde. Bienvenue à cette table ronde organisée de manière conjointe par le doctorat en administration de l'ESG et le RECOR, le groupe d'études sur la communication organisationnelle, qui est organisé par Jean Vasquez et moi-même, Viviane Sergi. Très simplement, aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Comme vous savez, la conférence d'aujourd'hui porte autour du pragmatisme et de ses liens, son potentiel avec les études en management et en organisation de manière plus générale. Nous avons la chance d'avoir Philippe Lorineau qui va nous faire une grande introduction basée sur son livre. On vous envoyer peut-être quelques copies autour. Ici, certainement, nos membres du panel ont leurs copies. Donc, ça va être le point de départ. Et ensuite, on aura une discussion avec François Corrène, qui est professeur de communication organisationnelle à l'Université de Montréal. Laure Capartous, professeur de management. Comment tu stratégie organisation au Cass Business School à Londres. Chacun va apporter son point de vue et l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation entre différentes perspectives et de voir les impacts, le potentiel et la richesse que la pensée inspirée par la philosophie pragmatiste peut amener aux études en management. Juste avant d'aller plus loin, quelques petites notes biographiques sur notre intervenant. Donc, Philippe Lorineau est professeur émérite à l'ESSEC et expert auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, il a exercé plusieurs fonctions de responsabilité dans la fonction publique, direction financière de différentes entreprises et a conduit des projets de recherche dans de nombreuses entreprises privées et publiques, industrielles et de services. Il a une bibliographie imposante, très riche et très stimulante que je vous invite à retrouver aux bases de données que vous consultez habituellement. Bon, comme tout le monde le sait, où trouver ça. Donc, l'idée ici, vraiment, et ça va être une idée centrale qui va revenir dans nos échanges, c'est cette conception de l'organisation comme reposant sur l'idée de processus organisant. C'est inspiré par le pragmatisme. Ça va revenir dans les interventions de nos membres et puis j'espère que ces idées vont vous stimuler et vont vous amener à réfléchir peut-être différemment à vos objets de recherche. Donc, sans plus tarder, Philippe, je te laisse la parole. Merci. Ici, le PowerPoint. Merci. Alors d'abord, merci de me donner l'occasion de m'adresser à un auditoire à l'UQAM. Et puis, je souhaite aussi exprimer le plaisir que j'ai toujours à revenir à Montréal. J'ai passé un sabbatique ici de quelques mois, il y a 4 ou 5 ans. Pas à l'UQAM, désolé. Nobody is perfect. J'étais à HEC Montréal, mais j'ai toujours plaisir à retrouver les collègues et la communauté académique du Québec et en particulier de Montréal. Alors, je commencerai peut-être ma présentation parce j'appellerai un petit peu une déclaration de principe, c'est essayer d'expliquer pourquoi j'ai consacré beaucoup de temps à l'écriture de ce livre. Évidemment, je ne vous tromperai pas en vous disant qu'il ne s'agit pas d'un projet de s'enrichir avec les droits d'auteur du livre. Je crois que ce serait une entreprise désespérée. Mais je suis persuadé que le pragmatisme offre aujourd'hui, dans la période que nous vivons, et plus particulièrement dans le champ des études d'organisation et de gestion, un certain nombre de concepts, d'idées, je dirais même globalement peut-être un état d'esprit qui peut nous être extrêmement utile, à la fois en tant qu'académique, en tant que chercheur, et également, je ne sais pas s'il y a des managers ou des praticiens d'assistance, il ne va pas y en avoir beaucoup, j'imagine, mais ce serait également vrai, je crois, pour les praticiens de la gestion et les acteurs de l'organisation. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je ne vais pas essayer de présenter le contenu du livre. Ce serait un petit peu absurde d'essayer de présenter le contenu d'un livre de 300 pages en 40 minutes ou 3 quarts d'heure. En revanche, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de répondre à la question « Pourquoi le pragmatisme ?» Pourquoi le pragmatisme aujourd'hui? Et pourquoi le pragmatisme aujourd'hui dans le champ des études d'organisation et de management? Alors, le plan de ma présentation, la première partie sera consacrée à ne pas parler de pragmatisme, mais à parler de ce que j'appelle le mainstream de la pensée occidentale en philosophie,
le mainstream idéaliste rationaliste, et la manière dont il se projette dans le champ du management et des études d'organisation. Et personnellement, je considère que sa projection essentielle dans le champ de l'organisation et de la gestion, c'est le cognitivisme, je vais y revenir, et que le cognitivisme est devenu une sorte de mainstream des études d'organisation et de gestion, qui est souvent un mainstream tacite, voire parfois inconscient, c'est-à-dire nous faisons du cognitivisme sans le savoir. Alors pourquoi je commence par la présentation de ce mainstream? C'est qu'il faut garder à l'esprit le fait que le pragmatisme, à l'origine, est d'abord une pensée critique. Et il démarre comme pensée critique. Et donc je pense qu'on ne peut vraiment comprendre les enjeux du pragmatisme que si on rappelle clairement et précisément de quoi le pragmatisme est la critique. À quoi il s'attaque en somme. Deuxième partie, je parlerai du pragmatisme, des conditions historiques de son émergence et les enjeux qu'il y a derrière cette critique pragmatiste. Dans la troisième partie, j'évoquerai les influences pratiques, managériales en particulier, du pragmatisme, parce que souvent, on a tendance à présenter le pragmatisme comme un courant philosophique, ce qu'il est, mais quand un courant philosophique qui s'est exprimé à travers des écrits qui sont souvent des écrits très théoriques, très abstraits, ce qui est vrai, pas toujours facile d'accès, et donc n'ayant que peu d'applications possibles ou ayant peu d'influence sur le monde des pratiques, ce qui est faux. Et historiquement, je montrerai que le pragmatisme a déjà exercé des influences importantes, notamment, je prendrai un exemple, c'est l'exemple historique du management par la qualité. Et dans la dernière partie, j'évoquerai des enjeux plus contemporains qui sont liés. Alors, le mainstream de la pensée de la philosophie européenne et sa traduction cognitiviste dans le monde des organisations. Alors, je vais remonter assez loin. Certainement, si c'était pour publier un papier dans un journal international, on me reprocherait d'avoir des références trop anciennes. Je vais remonter à Platon. Et Platon, parce que Platon est en fait probablement le penseur qui est à l'origine de ce que j'appelle le mainstream idéaliste rationaliste, en tout cas celui qui l'a formulé de la manière la plus claire. En particulier dans cette citation que je reprends, qui figure dans un dialogue de Platon intitulé « Le Ménon ». Alors dans ce dialogue, Platon parle d'un personnage mythologique qui s'appelle Dédale. Et Dédale, c'était un peu l'archétype de l'ingénieur génial. Il était supposé avoir inventé plein d'outils, d'avoir inventé la hache, la scie, la colle. Il était aussi supposé avoir inventé l'architecture. Il était l'architecte, dans la mythologie, l'architecte du fameux labyrinthe en Crète. Et il était aussi supposé avoir inventé la sculpture et être un sculpteur si génial qu'il avait sculpté des statues qui pouvaient prendre vie et s'échapper. Ce qui fait que d'ailleurs, il y avait pas mal de temples dans la Grèce ancienne où il y avait une statue de Dieu enchaînée à un mur, attribuée à Dédale, et on l'enchaînait à un mur pour l'empêcher de s'enfuir. Et alors, dans le dialogue Le Ménon, Platon fait dire à Socrate, il n'y a pas grand avantage à posséder l'une de ces statues si elle n'est pas enchaînée parce qu'elle s'enfuira bien vite. Mais quand elles sont attachées, elles ont une grande valeur. Et alors Socrate anticipe une interrogation de son interlocuteur. Vous vous demandez pourquoi je parle des statues de Dédale alors que nous avions une conversation philosophique. Pourquoi me servir de cette image? Les statues de Dédale, dit Socrate, ce sont les opinions vraies, sous-entendu fondées sur l'expérience. Donc Socrate nous dit, c'est une métaphore pour les opinions vraies fondées sur l'expérience. Les opinions vraies ont une grande valeur tant qu'elles restent avec nous. Mais elles s'échappent bien vite de l'esprit humain. Et donc n'ont pas grande valeur tant qu'on ne les a pas enchaînées, comme les statues de Dédale, attachées. Attachées avec quoi? Avec quelle chaîne? Avec un raisonnement causal, avec un raisonnement logique. Une fois que les opinions vraies, fondées sur l'expérience, sont attachées par le raisonnement logique, elles se muent en savoir. C'est pour cela que le savoir a plus de valeur que l'opinion vraie. Il la transcende par ses chaînes logiques. Donc Socrate nous parle ici de la précarité du jugement humain. Il dit, fondé sur l'expérience, on a des opinions qui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ont une certaine validité, mais comme le monde change et les circonstances changent, il est très possible que des opinions
valide, vrai aujourd'hui, s'avère erroné demain, hein, du fait du changement, donc fragilité du jugement humain. En revanche, une fois qu'on a construit une représentation logique, rationnelle, on est dans le champ de la connaissance et on est beaucoup moins fragile. Donc, je résumerai en disant, dans cette leçon de Socrate, la représentation abstraite rationnelle est la source de l'action sage. Et elle ligote le jugement par ses liens logiques et doit se voir attribuer une valeur supérieure à l'expérience empirique située. Alors cette position est reprise par Descartes beaucoup plus tard, de manière plus développée. Descartes, je rappelle quelques-unes de ses idées fondamentales: dualisme, séparation action-pensée, donc une séparation ontologique entre l'action et la pensée. L'action et la pensée, c'est deux processus d'expérience distincts dans l'expérience de l'homme. La pensée de l'être humain. Je suis en Amérique du Nord, il faut que je fasse attention. La pensée doit être fondée sur un doute. Deuxième idée fondamentale chez Descartes, la pensée doit se fonder sur un doute général et introspectif. Donc, attention, le doute cartésien, Descartes attribue au doute une très grande importance, les pragmatistes aussi. C'est un point apparemment commun. Le doute est très important chez les deux. Mais le doute des pragmatistes n'a rien à voir avec le doute de Descartes. Pour les pragmatistes, le doute, c'est la mise en échec, dans une situation concrète, pratique, la mise en échec des méthodes d'action. On veut faire quelque chose, d'habitude ça marche, et aujourd'hui, pour des raisons qui restent à analyser, ça ne marche pas. Et donc, cela va susciter une remise en cause des croyances et du doute, ancré dans la pratique sociale. Chez Descartes, le doute, c'est une démarche délibérée du sujet, c'est un doute introspectif du sujet qui va se couper du monde. Donc c'est presque le contraire. Il faut se couper du monde pour pouvoir engager ce processus de doute. Pourquoi faire, dit Descartes? Pour se débarrasser des croyances issues de l'expérience, qui sont des préjugés, et partir de la page blanche, partir de zéro. Et alors Descartes, pour illustrer ce propos, dit, regardez, vous voyez, si vous plongez un bâton dans l'eau, vous avez l'image d'un crayon plongé dans l'eau, vous avez l'impression qu'il est cassé. En réalité, nous savons tous que le bâton n'est pas cassé. Vous voyez que vos sens vous trompent. Votre expérience empirique vous trompe. Si vous voulez construire la vraie connaissance, il faut vous en affranchir. Troisième idée de Descartes, la connaissance est fondée sur des vérités sûres, c'est-à-dire des représentations logiques. On retrouve Socrate, qui enchaîne l'expérience, des représentations logiques. Descartes ajoute, si possible, mathématisables, reproduisant le monde réel dans l'esprit, avec une épistémologie de la vérité comme correspondance, c'est-à-dire que l'on sait quelque chose quand on a une représentation logique qui correspond, qui est l'image miroir du monde réel qui nous entoure. Quatrième idée clé chez Descartes, c'est le subjectivisme, c'est-à-dire que le test ultime de la vérité vient du raisonnement logique d'un esprit rationnel, d'où l'image que j'ai retenue du penseur de Rodin, parce que je trouve que le penseur de Rodin est une très belle image du sujet isolé dans sa tour d'ivoire et coupé du monde, libéré des préjugés et des circonstances sociales et matérielles. Alors vous allez me dire, on est là, vos reviewers ont raison, tout ça est quand même très ancien, et qu'est-ce que ça vient faire au XXIe siècle? C'est peut-être pas si ancien que ça. J'ai commencé à faire ces présentations du livre en octobre. J'ai commencé par la Suisse parce que c'est mon pays de résidence, donc j'ai présenté le livre à l'Université de Lausanne et à l'Université de Saint-Gall. Et quand j'ai présenté le livre début octobre à Lausanne et à Saint-Gall, je suis tombé sur une interview de notre cher président Macron donnée au journal Le Monde. Et alors quand j'ai vu cette interview et cette citation, je me suis dit, ça, il faut vraiment que je l'utilise. Et donc, j'ai utilisé cette citation vers le 10 ou 15 octobre, avant le mouvement des Gilets jaunes, je précise. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé après. Donc, Macron dit, on ne s'arrête pas au milieu du gué. Descartes, donc il se réfère à Descartes, pas si vieux que ça, Descartes. Descartes, dans ses méditations, dit que lorsqu'on est au milieu de la forêt, perdu au milieu de la forêt, il faut choisir un chemin et s'y tenir. Bien sûr, il faut expliquer aux gens où on va et pourquoi on le fait,
mais on ne change pas le chemin. Revenir en arrière, c'est être sûr de se perdre. Alors je trouve ça très intéressant parce que vous vous retrouvez là, il a raison de se référer à Descartes, parce que vous retrouvez là les idées clés de Descartes. Séparation, pensée, action. Il y a le moment où je vais définir un chemin, penser. Après, quand je marche, on ne change plus le chemin, on ne pense plus, on agit, on exécute. On exécute quoi? Le parcours qu'on a déterminé avant, donc une représentation rationnelle, logique, en l'occurrence spatiale, de ce qu'on va faire. Changer, c'est revenir en arrière. Il n'y a pas l'idée selon laquelle changer, c'est peut-être ajuster, etc. Donc, alors, quand j'ai présenté à Lausanne en particulier, il y a quelqu'un qui est venu me voir après, il m'a dit « Mais Macron a raison. » D'ailleurs, les randonneurs le savent, si on se perd. Il faut assurer la cohérence et la continuité de l'action. Je lui ai dit « Oui, bien sûr. » Donc, si on est perdu dans la forêt, dire « je me fixe un chemin, puis je vais le suivre », ça n'est pas une mauvaise décision. Mais de là à dire que quand cette décision est intervenue, il n'y a plus d'expérience, l'expérience s'éteint. Donc je marche dans la forêt, après une demi-heure de marche, j'entends à 400 mètres sur la droite le bruit d'une route à grande circulation, je continue tout droit. La nuit tombe, je suis mon chemin tout droit, puis je vois une maison avec des lumières à 200 mètres sur la gauche, je continue tout droit. Donc vous voyez que derrière la déclaration de Macron, il y a cette idée selon laquelle une fois que l'on a déterminé un programme rationnel, il n'y a plus d'expérience. L'expérience est suspendue. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique à Macron, parce que dans les 4 semaines qui ont suivi cette déclaration, cette interview, a commencé le mouvement des Gilets jaunes. 2 mois après cette déclaration, 10 milliards d'euros de rallonge budgétaire pour répondre aux revendications du mouvement des Gilets jaunes. Si ce n'est pas un petit détour par rapport au chemin. Donc, je pense que... alors, dans le monde des organisations, on est un peu plus sophistiqué. Dans un premier temps, le rationalisme cartésien s'est appliqué tel quel, j'irais presque de manière simpliste. Notamment, par exemple, à travers le taylorisme ou les théories classiques de la planification-contrôle. Cette idée clé selon laquelle l'intelligence de l'action est extérieure à l'action, l'intelligence de l'activité est extérieure à l'activité, et l'action optimale est déterminée hors action par des représentations rationnelles. C'est ce que vous allez trouver, par exemple, sous les termes tâches standard, opération standard, business model, etc., business plan. Ce que vous allez trouver, je dirais, dans le mainstream classique, traditionnel, de la gestion, celui qu'on enseigne encore largement dans les handbooks, dans les manuels de gestion. Comme je suis prof de contrôle de gestion, originellement, c'est la vie d'un insider. Donc on continue beaucoup à enseigner ça. Mais au XXe siècle est intervenu un penseur qui a eu le prix Nobel d'économie, bien que n'étant pas économiste, c'est intéressant, mais un penseur génial, Herbert Simon, dont il faut se souvenir que, outre le fait qu'il a été un chercheur sur les organisations, il a été aussi un chercheur sur les systèmes d'information, et c'est l'un des pionniers et l'un des pères de l'intelligence artificielle. Il avait un programme de recherche à Carnegie Mellon à Pittsburgh, et il a été vraiment l'un des pionniers du développement de l'intelligence artificielle dès les années 50. Alors, Herbert Simon dit, dans les situations complexes, là, le rationalisme classique, ça ne marche pas. Parce que l'action ne peut pas être représentée ex ante, parce que les circonstances sont trop variables, elles sont trop incertaines, on ne peut pas les anticiper réellement. Il y a besoin de faire du problem solving en situation. On ne peut pas y échapper. Mais, dit-il, et c'est là le renversement extraordinaire de Simon, il dit, l'action c'est trop compliqué de la représenter ex ante, mais la pensée c'est plus simple. Donc, cette idée clé chez Simon, c'est que la pensée, c'est plus simple que l'action située. Et il dit, autant on ne peut pas représenter ex ante l'action telle qu'il va falloir la réaliser en situation, autant on peut représenter ex ante les procédures de raisonnement, les procédures de pensée par lesquelles on va faire du problem solving en situation. Donc, en somme, du deuxième degré. Et donc, on va pouvoir développer
ce qu'il appelle des représentations, des procédures, des programmes procéduraux, qui vont permettre d'anticiper, de représenter à l'avance l'analyse d'une situation donnée. Et Simon dit, et finalement organiser c'est quoi? C'est mutualiser des modèles de traitement de l'information. Et je dirais, on pourrait résumer l'œuvre de Simon en disant comment sauver le cartésianisme. Cartésianisme mis en échec du fait de la complexité des situations qui rend impossible la représentation ex ante de l'action. Et Simon dit, oui, d'accord, mais on arrive à sauver le cartésianisme en le transférant sur la pensée. Et mon avis personnel, c'est que le cognitivisme, c'est-à-dire la doctrine de Simon, est devenu un mainstream en Organization Studies et en management. Par exemple, je citerai 3 piliers du cognitivisme. 1, le représentationnalisme. Le rôle clé des représentations. Alors là, juste un avertissement, je pense que le mot représentation et le concept de représentation sont très piégeux. Il faut les clarifier. Et pour dire les choses de manière un peu simple, il y a, à mon avis, 2 types de définitions de représentation. Ce que j'appellerais une définition faible, c'est constater, ce qui est une évidence, que nous passons notre temps dans la vie à produire des médiations instrumentales de notre action, des choses qui nous aident, qui sont mimétiques par rapport aux situations, par rapport à notre action. Donc, des descriptions de situations par le discours, ou des descriptions de situations par des dessins, par des diagrammes, des courbes, etc., ou des descriptions de situations par des modèles mathématiques, on devient plus sophistiqué, ou par des modèles d'ordinateur, des systèmes d'information. Donc dire qu'on passe son temps à produire des instruments de l'action qui ont un lien avec l'action qui est de nature plutôt mimétique, je dirais que c'est une banalité. En revanche, il y a la définition forte du concept de représentation, qui est celle du cognitivisme, qui est, 1, que la pensée est et n'est que maniement de représentation logique. Donc, penser, c'est manier des modèles logiques. Et 2, que l'action est ontologiquement et psychologiquement le produit nécessaire des représentations logiques. Chaque fois que nous agissons, sauf les réflexes pavloviens, on va dire, mais dès qu'on est dans une action un minimum consciente, délibérée, l'action est, non pas parce que je décide d'appliquer une représentation logique, mais psychologiquement, c'est une analyse du fonctionnement du cerveau, psychologiquement, agir, c'est mettre en œuvre une représentation logique. Donc ça, c'est la clé du cognitivisme. Cet aspect-là devient une doctrine d'organisation par le 2e pilier qui est le sharedness en anglais, le partage, c'est-à-dire définir comme organisationnel, voire d'ailleurs social dans un sens plus large, ce qui est partagé par les membres d'une organisation, notamment les représentations partagées. Et donc organisationnel devient synonyme de shared, de common, de partagé, de commun, plutôt que complémentaire, comme des pièces d'un puzzle qui s'ajustent. Ça n'est pas la définition de organisationnel par les cognitivistes. Organisationnel, c'est vraiment ce qui est commun. Alors vous voyez que ça ne va pas de soi, parce que si vous regardez un peu l'histoire des organisations telle qu'elle a été, ou l'histoire des entreprises, l'histoire du management, par exemple, qui est écrite par Alfred Chandler dans Visible Hand, vous voyez que l'un des ressorts clés de l'émergence, de la naissance des organisations modernes, c'est la division du travail. Et qu'est-ce que c'est qu'une organisation par rapport à la division du travail? C'est faire travailler dans un même cadre des gens qui font des choses différentes, avec des compétences différentes, avec des langages différents, et qui s'ajustent un peu comme les pièces d'un puzzle. Donc là, on utilisera plutôt l'adjectif conjoint que commun. Mais ça n'est pas la définition a priori d'organisationnel dans une approche de type cognitiviste. Alors, cette définition de partager est très importante parce que ça veut dire que les représentations logiques que vous avez en tête, mentalement, au niveau du sujet individuel, il suffit de les expliciter, d'en faire des artefacts, puisque c'est des modèles logiques. Ils peuvent être artificialisés, peuvent être énoncés comme modèles logiques, mathématiques. Simon utilise le terme computable. Et quand ils sont externalisés, quand ils sont explicités, ils peuvent être partagés par les membres d'une organisation. Et donc on passe du niveau individuel au niveau organisationnel par ce mécanisme de partage
d'une représentation logique. Troisième pilier, c'est computation, justement. Ça permet de considérer que l'organisation et le cerveau sont des processeurs d'information, tous les deux, des processeurs logiques d'information. Simon, d'ailleurs, dit dans l'un de ses écrits, l'ordinateur est une bonne métaphore du cerveau humain. Donc on voit bien cette idée selon laquelle on est dans le domaine du traitement de l'information. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire que le pragmatisme est une réaction contre le cognitivisme, parce que les auteurs pragmatistes, ils ont écrit, enfin les pragmatistes classiques, ils ont écrit entre 1870 et 1930, et le cognitivisme est apparu après la Deuxième Guerre mondiale, donc ce serait quand même une erreur historique majeure. Mais en revanche, le pragmatisme apparaît comme une réaction contre le cartésianisme, qui est la source fondamentale du cognitivisme. Alors je daterai la naissance du pragmatisme de 1872 parce qu'en janvier 1872, une douzaine de diplômés de Harvard, dont Charles Peirce et William James, qui sont les fondateurs de ce petit groupe, forment un groupe de discussion philosophique informelle qui s'intitule ironiquement le Metaphysical Club. Ironiquement parce que la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est de la métaphysique. Alors ces 12-là ne vont se réunir que pendant environ 9 mois, même pas un an, avec une fréquence mensuelle, donc ils ont dû se réunir une petite dizaine de fois. Et leurs discussions, les débats, les écrits qu'ils en ont tirés les uns et les autres vont marquer très durablement la pensée américaine. Et donc ce club métaphysique aura une influence décisive sur la pensée aux États-Unis. Alors, il faut rappeler les conditions historiques. Ils se réunissent en 1872. La guerre de sécession, la guerre civile américaine, s'est terminée quelques années avant, et ça a été un massacre. Plus d'1 million de morts. 8% de la population adulte mâle des États-Unis sont morts dans cette guerre civile. Un adulte mâle sur 12. Traumatisme. Plusieurs des membres du club métaphysique ont été directement impliqués, soit eux-mêmes comme militaires, soit par leur famille, dans cette guerre. Deuxième circonstance historique, ce que certains historiens appellent le New World Experiment, l'expérimentation du Nouveau Monde. En 30 ans, la production industrielle américaine est multipliée par 11. Donc c'est une croissance comparable, on pourrait dire peut-être, à la croissance de la Chine depuis une vingtaine d'années. Avec une révolution technologique. Généralisation, c'est pendant cette période que le chemin de fer relie les deux océans, les deux côtes. Invention du téléphone par Bell, invention du procédé Bessemer d'acierie, de production d'acier, qui va permettre de multiplier la production d'acier par 7 ou 8. Immigration massive. En 50 ans, à partir de 1870, 20 millions d'immigrants. Pour une population initiale aux États-Unis d'un peu plus de 30 millions. 1859, publication par Darwin de son livre On the Origin of Species, qui est un bouleversement intellectuel. Les espèces ne sont plus considérées comme des catégories fixes, mais comme des processus d'évolution continue, y compris les frontières entre espèces sont vues comme des processus mouvants. Et l'espèce humaine n'est pas une exception, elle est intégrée écologiquement au flux général de la nature. Et c'est une période de développement très fort de la pensée écologique en Amérique du Nord, avec par exemple un écrivain comme Henry David Thoreau, qui encore aujourd'hui est considéré comme une référence pour les écologistes contemporains. Alors je montre très rapidement les 4 pragmatistes classiques. Les 2 du haut étaient dans le club métaphysique, ils ont même été les fondateurs, James et Peirce. Vous voyez qu'ils avaient une trentaine d'années, en 1872. Les 2 du bas n'y étaient pas, ils étaient beaucoup trop jeunes, ils ont 20 ans de moins. Et ils constitueront en somme une deuxième vague du pragmatisme, plutôt centrée sur Chicago, alors que le club métaphysique est à Boston, près de, plus ou moins autour de l'université de Harvard. Point de départ du pragmatisme, c'est le rejet de l'idéalisme tel que je l'ai décrit, pour des raisons qui sont éthiques et politiques, sentiment d'urgence. Les intellectuels doivent quitter leur tour d'ivoire et participer au mouvement général de la société. Donc je remplace là le penseur de Rodin par un tableau de Fernand Léger qui montre des travailleurs sur un chantier de construction. Leur idée, c'est les intellectuels sont des travailleurs comme les autres, qui produisent et utilisent un type d'outil particulier qui est le concept.
C'est une idée qu'on retrouve chez certains philosophes contemporains, comme Gilles Deleuze, par exemple. Mais c'est aussi un impératif épistémologique, parce qu'ils disent la seule façon de comprendre les situations sociales, les situations d'expérience sociale, c'est d'en avoir une expérience interne et active. On ne peut les comprendre que de l'intérieur. Et on les comprend de l'intérieur quand on cherche à les transformer. C'est une idée que reprendra un des disciples des pragmatistes, Kurt Lewin, qui sera le fondateur ou l'un des 2 ou 3 fondateurs de la recherche-action. Donc cette idée selon laquelle la seule façon de comprendre une situation, c'est de la transformer. Les idées clés des pragmatistes, en gros, je dirais, c'est l'image négative du cartésianisme. Là, on voit l'aspect critique de cette pensée. Pensée et action sont inséparables, rejet du dualisme cartésien. On pense en agissant, on agit en pensant. C'est inséparable. En gros, c'est 2 volets du même processus. L'expérience est à la fois pensée et action. Pensée et action ne partent jamais de zéro. Elles engagent des croyances, elles engagent toujours des croyances qui sont fondées sur l'expérience. Les idées ne sont pas un reflet vrai du monde, comme le disait Descartes, une vérité avec un grand V, on pourrait dire. Les idées sont construites socialement, donc on ne peut pas les tester, les valider par un processus mental interne d'un sujet rationnel, comme le disait Descartes, l'image du penseur de Rodin, mais elles ne peuvent être testées et validées que dans l'expérience sociale. Et elles ne sont pas une vérité, mais elles sont des outils de transformation du monde. Louis Menand, qui est un historien de la pensée, lui-même philosophe, dit « Pour les pragmatistes, les idées sont des outils comme les fourchettes et les couteaux que les gens conçoivent pour se débrouiller avec le monde. » Alors, je vais en arriver à illustrer l'engagement, on pourrait dire, l'impact, l'influence et l'engagement pratique des penseurs pragmatistes. Alors, très rapidement, je dirais qu'il y en a eu de toutes sortes parce que, notamment Dewey et Mead, la deuxième vague centrée sur Chicago, ont été très engagés dans les problèmes de leur temps. 2 exemples, 3, je dirais même très rapidement. Premier, c'est John Dewey a été un grand philosophe de l'éducation. Il reste très influent comme philosophe de l'éducation. Et il avait créé une école expérimentale dans le cadre de l'expérience de Chicago. Il a été à la direction de cette école expérimentale pendant plusieurs années. École expérimentale qui était assez proche peut-être de ce qu'on appellerait aujourd'hui, par exemple, le mouvement Montessori, dont l'idée d'apprendre en faisant, d'une communauté d'apprentissage, d'une communauté éducative à laquelle participent aussi bien les enseignants que les enseignés, etc. L'engagement des engagements pratiques dans la vie de la société. Deuxième exemple, Dewey et Mead, tous les 2, ont été très actifs dans le mouvement de ce qu'on a appelé à l'époque les settlement houses. Les settlement houses, c'était des sortes de foyers qui se sont mis en place dans plusieurs villes américaines pour accueillir les immigrants. Il y avait beaucoup d'immigrants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, l'idée était de mettre au même endroit tous les soutiens, tous les services dont les immigrants pouvaient avoir besoin pour s'intégrer harmonieusement dans la société américaine. Donc il y avait des cours d'anglais, il y avait du conseil juridique pour les immigrants qui travaillaient dans des entreprises où ils étaient confrontés souvent à des abus patronaux. Donc les settlement houses apportaient du conseil juridique aux travailleurs immigrés. Il y avait des crèches pour les enfants, des activités culturelles, bibliothèques, etc. Donc également parfois un service de santé genre dispensaire, un premier service de santé. Donc ils ont été très engagés, en particulier dans peut-être la première historiquement de ces settlement houses, et qui est restée l'une des plus grandes, qui avait été fondée par une amie des pragmatistes, Jane Addams, qui a eu plus tard, parce qu'elle a été aussi une des fondatrices du mouvement international, du mouvement mondial de la paix, elle a eu plus tard le prix Nobel de la paix.
Et donc, il y avait cet engagement dans les settlements. Troisième exemple, John Dewey a été personnellement sollicité pour présider un tribunal international pour juger de la véracité des accusations de Staline contre Trotsky. On était dans l'époque années 20, années 30. Trotsky était réfugié au Mexique. La propagande stalinienne a imputé à Trotsky les pires crimes qu'on puisse imaginer. Et les intellectuels de gauche, entre guillemets, au niveau international, se sont interrogés sur mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire. Et donc, il s'est mis en place un tribunal international qui a un peu anticipé sur, plus tard, le tribunal Russell, jugeant les crimes américains au Vietnam. Donc, l'idée était d'avoir une cour internationale à laquelle participent des intellectuels dont l'impartialité était insoupçonnable et qui conduisent une instruction pour savoir dans quelle mesure les accusations de Staline contre Trotsky étaient vraies. Et on a sollicité Dewey pour présider cette cour. Il a accepté. Cette cour s'est réunie pendant quelques mois au Mexique, je crois d'ailleurs, elle a siégé au Mexique. Et la conclusion était que la quasi-totalité des accusations de Staline contre Trotsky étaient fausses, étaient de la pure propagande. Mais cela montre que Dewey avait aussi l'image d'être quelqu'un engagé dans ce qu'on appelait le mouvement libéral américain, donc très engagé politiquement. Alors, l'influence managériale s'est exercée par différents canaux, notamment à travers ce que j'appellerais des compagnons de route du pragmatisme. Mary Parker Follett, Chester Barnard, qui était un patron, directeur d'une filiale du groupe Bell, qui a été très influent, et qui reste très influent. Les idées de Barnard sont toujours très influentes dans la théorie du pouvoir en entreprise. Donald Schoen, la réflexion sur le Reflected Practitioner. Plus récemment, le Tavistock Institute en Angleterre, qui a eu une grosse influence pragmatiste. Mais je prendrai un seul exemple, qui est le management par la qualité. Alors pour comprendre, parce que je pense que cet exemple est particulièrement important, pour comprendre d'où cela vient, il faut se remémorer que le fait que John Dewey, comme philosophe pragmatiste, s'est intéressé au taylorisme et à l'organisation du travail dès la publication de Scientific Management par Taylor en 1911. Et en 1916, Dewey publie Democracy and Education, qui, comme son nom l'indique, est un livre sur l'éducation. Et au passage, Dewey consacre 3 pages, je pense à peu près, à la critique du scientific management, du taylorisme. Alors je retiens juste un passage, il dit « Much is said about scientific management of work. It is a narrow view which restricts the science which secures efficiency of operations to movement of the muscles. The chief opportunity for science is the discovery of the relations of a man to his work, including his relations to others who take part. » Donc on voit ici que Dewey voit le travail déjà comme une activité de nature collective, puisqu'il y a les relations aux autres individus qui participent au même travail. Donc il voit ça, il ne voit pas le travail comme une chose individualisée, mais comme une entreprise collective. Et la réflexion sur l'activité, sur le travail, comme une réflexion qui doit privilégier les aspects relationnels. D'ailleurs, le pragmatisme, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, le pragmatisme est une philosophie relationnelle, qui s'intéresse fondamentalement aux relations. Et donc il dit, l'enjeu intellectuel, c'est de comprendre les relations de l'être humain avec son activité et avec les confrères humains, je dirais, les compagnons humains qui participent à la même activité. Et enfin, il dit « The tendency to reduce such things as efficiency of activity and scientific management to purely technical externals », je vais revenir sur cette formulation, ce qu'il entend par « purely technical externals », c'est de l'expertise rationnelle du travail, de l'activité amenée de dehors, par exemple par des consultants ou par des experts internes à l'organisation. The tendency to reduce the efficiency of activity to purely technical externals is evidence of the one-sided stimulation of thought given to those
in control of industry. Donc ici, Dewey accuse et dit cette vision de l'intelligence du travail comme étant de la pure expertise externe, c'est la faute des institutions qui éduquent les dirigeants. C'est la faute de l'ESSEC, c'est la faute de l'UQAM, c'est la faute des institutions qui forment les dirigeants. Alors, je trouve que cette citation de Dewey est très intéressante parce qu'il fait la critique du taylorisme, mais sa critique va bien au-delà. Elle est beaucoup plus large que critique du taylorisme. Il critique toutes les approches de l'activité humaine qui sont ce que des philosophes de l'activité diraient qui sont hétéronomes. C'est-à-dire, les philosophes de l'action opposent la conception de l'action, l'action vue comme autonome, c'est-à-dire l'intelligence de l'action est produite par l'action elle-même. L'action humaine est par nature intelligente. Et donc l'action humaine, par nature, produit des règles, des normes, des principes, etc., qu'elle va s'appliquer à elle-même, versus une philosophie de l'action strictement hétéronome, c'est-à-dire que l'action est pure exécution, et toute intelligence de l'action procède d'une pensée extérieure à l'action. Vous voyez qu'on retrouve le dualisme pensée-action de Descartes, mais qui se traduit concrètement, dans le management, par cette idée selon laquelle l'intelligence de l'action doit être amenée de l'extérieur. De l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire de consultant, d'expert, du manager, du chef, ou de l'acteur lui-même, mais en ayant bien en tête que quand l'acteur pense et essaye d'acquérir l'intelligence de l'action, il n'est pas agissant. Et quand il est agissant, il n'est pas pensant. Alors, on va retrouver cette critique de ce dualisme par un processus qui est en partie lié au hasard, finalement, quand on regarde historiquement, mais c'est souvent le cas des phénomènes historiques intéressants. Un jeune mathématicien statisticien du nom de Walter Shewhart, qui est disciple des pragmatistes, notamment du dernier des pragmatistes classiques, un peu plus jeune que Dewey et Mead, qui s'appelle Clarence Lewis, et qui était prof de philo à Harvard, retour à Harvard donc, aux origines. Donc Walter Shewhart est un disciple des pragmatistes, un lecteur passionné de ce philosophe, de Clarence Lewis, et recruté par Bell Telephone, par Western Electric, c'est le même groupe, dans l'usine, la grande usine du groupe, l'usine de Hawthorne, pour essayer de mettre en place un système de gestion de la qualité qui soit préventif, prédictif. Parce que Bell Telephone a des gros problèmes de taux de rebut, de rejet de produits défectueux, ça coûte cher, et il se dit que ce serait quand même plus intelligent d'avoir un système de gestion de la qualité qui permette d'anticiper sur les problèmes de qualité. Et donc, Shewhart, confronté à ce problème, invente effectivement une technique qui est une technique prédictive, le contrôle statistique du processus, en 1924, et la boucle du progrès continue en 1939. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ce que sont ces deux modèles, mais disons qu'il insiste sur le processus, sur la nature exploratoire, c'est-à-dire que quand on est confronté à des problèmes de performance ou de qualité, on ne peut que faire des hypothèses, on n'a pas accès à la vérité avec un grand V, on fait des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, on va expérimenter, on va tester, expérimenter. Et l'hypothèse peut être validée, donc éventuellement on va la consolider, l'élargir, ou elle peut être invalidée, et à ce moment-là, il faut changer d'hypothèse. Donc la nature exploratoire et expérimentale du pilotage à la qualité, du pilotage à la performance, et le fait que, comme il a une vision autonome de l'action, tous les outils qu'il peut développer, modèles statistiques, etc., ne peuvent être opératoires que s'ils sont mis au service des acteurs du terrain, des opérateurs, parce que c'est eux qui savent, qui de l'intérieur peuvent comprendre les enjeux et les processus d'amélioration. Alors Shewhart recrute dans les années 20, dans son service, deux jeunes ingénieurs qu'il va former, Deming et Juran, et ces deux jeunes ingénieurs seront les futurs pères du mouvement du management par la qualité. Il les oblige à lire les pragmatistes, ça fait partie de leur apprentissage. L'un des deux, Deming, fera une grande partie de sa carrière au Japon et a une grande influence dans le secteur industriel japonais. Sous cette influence,
et développé le Toyota Production System chez Toyota, qui va ensuite donner naissance à ce qu'on va appeler dans le monde occidental toyotisme, progrès continu, etc., avec des phrases du genre, Ono a prononcé la phrase « Actors are the thinkers of activity ». Vous voyez que c'est une phrase intéressante de la part d'un dirigeant industriel, hein, parce qu'on retrouve « actors thinkers », c'est la remise en cause du dualisme cartésien, séparation pensée-action. Les acteurs sont les penseurs de l'activité. Toujours cette conception autonome de l'action, qui donne naissance plus tard au Lean Management. Et quand vous regardez les pratiques liées au Lean Management, étiquetées comme Lean Management dans beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais dans beaucoup d'entreprises, souvent on constate qu'elles correspondent à des pratiques qui sont exactement le contraire de ce que préconisaient Schwartz et Deming au départ, des pratiques inspirées du cognitivisme, de la représentation rationnelle, des modèles rationnels conçus de l'extérieur par des experts, contrôle par écart, etc. Bon, je laisse ouvert ce chapitre de s'interroger pourquoi il y a ce ressort de rappel qui fait qu'une pensée qui se voulait anti-rationaliste et anti-taylorienne au départ se trouvait complètement digérée par le rationalisme cognitiviste. Alors, juste un petit exemple, une petite illustration. Deming insiste sur ce qu'il appelle la boucle du progrès continu, qu'après on a appelé la roue de Deming. Et il la baptise PDSA, Plan Do Study Act. Et dans ses écrits, il définit clairement ce que sont les différentes étapes. Plan, faire une hypothèse. Do, expérimenter cette hypothèse. Study, analyser les résultats de l'expérimentation pour en tirer des conclusions. Act, mettre en œuvre les conclusions de l'expérimentation, par exemple, pour redéfinir l'hypothèse de départ. D'où le fait qu'on aboutit à une nouvelle hypothèse pour une nouvelle expérimentation, etc. Et si vous regardez aujourd'hui sur Internet, vous tapez roue de Deming, vous trouverez des dizaines de pages de PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui est une roue de type tout à fait taylorien, classique. Plan, vous fixez un plan d'action. Do, vous exécutez le plan d'action, vous l'exécutez, donc l'action est exécution d'une représentation rationnelle. La représentation rationnelle initiale est censée détenir la vérité. Ce n'est pas une hypothèse, c'est la vérité. Check, vous contrôlez l'exécution du plan d'action. Et act, vous résorbez les écarts. Moyennant quoi, le point d'arrivée, si tout va bien, est le point de départ. Et vous voyez que vous êtes sur quelque chose de tout à fait différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dérive a commencé à s'opérer du vivant de Deming, et dans les années 80, et dans les dernières années de sa vie, Deming s'est battu avec dents et ongles contre le modèle PDCA, en disant particulièrement, par exemple, check in English means hold back. Revenir, s'accrocher à la référence passée. Et il disait, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. Justement, il ne faut pas s'accrocher à la référence passée. Il a perdu, je pense, son combat. Il suffit d'aller sur Internet pour et taper route Deming. Alors, conclusion, ma dernière partie. Je vais conclure. Je rappelle les circonstances historiques de l'apparition du pragmatisme. Guerre, violence, révolution technologique, migration massive, intégration écologique au cœur des idées nouvelles. Je pense qu'il y a un air de déjà-vu par rapport à notre période actuelle. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on assiste depuis les années 80, d'abord dès les années 80 dans des disciplines comme la sociologie, la philosophie, a fortiori les sciences de l'éducation où le pragmatisme est toujours resté très influent à travers du oui, à une renaissance du pragmatisme. Très forte aussi en sémiotique, critique littéraire avec quelqu'un comme Umberto Eco, et qui vient, je pense, depuis une dizaine d'années, en gestion et management et études des organisations, avec beaucoup de retard par rapport à d'autres disciplines, phénomène qu'il faudrait analyser. Alors, je pense que ce renouveau du pragmatisme est en train d'entrer en collision. C'est pour ça que les enjeux me paraissent très importants et je crois qu'il est important de voir, de dégager
des options intellectuelles auxquelles on est confronté, est en train d'entrer en collision avec un renouveau du cognitivisme. Le cognitivisme, du fait notamment des espoirs immenses qui sont placés dans le big data et dans l'intelligence artificielle, connaît à la fois une légitimation institutionnelle et une promotion pratique très très forte. Alors, une illustration, c'est qu'en France, je passe sur la citation de Macron, j'ai déjà commenté, je vais sur la deuxième citation. En France, la présidence du Conseil scientifique de l'éducation a été confiée à Stanislas Dehaene, qui est un brillant chercheur en psychologie cognitive expérimentale, professeur au Collège de France. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est une institution importante, qui est chargée de repenser les programmes scolaires, programmes de l'école primaire et secondaire. Et alors, dans une interview à France Culture donnée en octobre 2018, la même mois que la citation de Macron, il déclare « Je rejette l'idée selon laquelle les aspects sociaux et les sciences cognitives exigent des types d'analyse différents. Les déterminants sociaux, donc vous voyez la terminologie déterminants sociaux, à mon avis, on est en plein dans les représentations logiques, les représentations cause-effet. Les déterminants sociaux sont inscrits dans le cerveau des gens, cognitivisme, la pensée, c'est manier des représentations logiques. Les comportements collectifs sont le résultat de cerveaux individuels. Alors, je passe pour aller directement à la conclusion. Ma conclusion, c'est que dans ce combat, entre guillemets, entre ce renouveau du cognitivisme et le renouveau du pragmatisme, il y a 4 enjeux sur lesquels le pragmatisme peut apporter des contributions importantes. Le premier est théorique. C'est la théorie de l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation ? Est-ce qu'on maintient une vue des organisations comme accomplissement de modèles rationnels, qui est le mainstream sous-jacent, je pense non seulement à beaucoup de pratiques managériales, mais à beaucoup de recherches sur les organisations, ou est-ce qu'on cherche à développer un paradigme qui est à la fois processuel, relationnel, fondé sur l'action et situé. Pour résumer, j'ai construit une phrase en anglais qui, en gros, intègre ces différents aspects. Organizing, processuel, organizing each other. Donc, processus d'organisation est dialogique. Il n'est pas réflexif, il est dialogique. On ne s'organise pas soi-même, on s'organise l'un l'autre. Organizing each other by and for, acting together creatively, to face new situations. Deuxième enjeu, il est d'ordre pratique. Pratique managériale. Est-ce que dans les organisations, dans les entreprises, on va aller vers de plus en plus de contrôle grâce notamment aux nouvelles technologies qui permettent beaucoup de contrôle, management autoritaire, donc je l'ai schématisé avec PDCCCCCA, check, 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 check. Ou est-ce qu'on va vers des approches participatives basées sur les enquêtes collectives conduites par les acteurs de l'activité sur leur propre activité collective. Quand je dis acteurs de l'activité, ça intègre d'ailleurs les bénéficiaires de l'activité, que ce soit les clients, les patients, etc. Troisième enjeu, pédagogique, soulevé par Dewey, dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour former les futurs cadres et dirigeants, est-ce qu'on pratique une pédagogie des théories vraies ou est-ce qu'on pratique une pédagogie de l'enquête exploratoire? Et enfin, académique, est-ce que la recherche sur les organisations en management doit continuer, parce que je pense que c'est ce qu'elle a engagé, doit continuer à évoluer vers une production académique autoréférentielle, ou est-ce qu'elle doit s'orienter vers une recherche engagée socialement, qui est à la fois un débat éthique et épistémologique, puisqu'il s'agit à la fois de savoir comment comprendre des situations organisationnelles, donc épistémologiques, et comment promouvoir des transformations organisationnelles socialement acceptables. Voilà, donc je pense que le pragmatisme, dans ces différents débats, est plus actuel que jamais. Et je vous remercie pour votre attention.